Bonsoir à tous. Bon, j'espère qu'il vous reste un peu d'énergie, on est les derniers. Du coup, dans ce talk, on va vous parler de la data journée d'un point de vue vraiment de monolithique à microservice, et on va parler autant des changements organisationnels que des changements techniques. Alors tout d'abord, on va commencer par s'introduire. Donc moi c'est Florian, donc je suis chez Backmarket depuis 2 ans et demi maintenant. Et j'ai commencé par des positions de lead data engineer, j'ai évolué vers du management et je suis revenu vers une contribution beaucoup plus technique dans mon travail qui est la notion de chapter lead. Donc je travaille avec une communauté de data engineers autour des problématiques de collection, préparation et exposition de la donnée chez Backmarket. Et aujourd'hui, Aurélien m'accompagne pour son volet côté machine learning. Donc il est engineering manager et il s'occupe de l'équipe Backbox qui est cœur chez Backmarket, et il vous introduira aussi les principaux use cases qu'il a de son côté machine learning. Donc tout d'abord, Backmarket, c'est une place de marché en fait sur du reconditionné pour des produits high-tech. Donc vous avez d'un côté des types de clients qui sont des marchands, qui ont la supply, qui souhaitent vendre des produits reconditionnés, d'un smartphone jusqu'au frigo. Et de l'autre côté, vous avez des consommateurs comme vous qui achètent ces produits reconditionnés, ayant des avantages de réduction et un impact écologique moins fort. Nous sommes présents dans 15 pays, principalement en Europe, aux US, et on a aussi ouvert au Japon. Et on double en effectif chaque année, donc ça fait 7 ans qu'on est créé, on est maintenant 700. Depuis que je suis arrivé il y a 2 ans et demi, on est passé de 170 personnes à 700 aujourd'hui, donc on va vous expliquer l'évolution en termes d'équipe que ça fait. Donc tout d'abord, Backmarket, ça a été créé avec un monolithique, un gros bloc monolithique qui servait une application web. Et on va se concentrer plus sur cette partie-là, mais ça c'est l'architecture globale technique que vous pouvez avoir chez Backmarket, mais nous ce qui nous intéresse c'est ce monolithique-là, donc le front-end, le back-end et la database associée. Donc d'un point de vue back-end, vous avez une code base en Python qui repose principalement sur Django et son ORM. Vous avez une base de données centrale qui repose sur AWS avec Amazon Aurora. Donc c'est un service managé offert par AWS, mais derrière vous avez du MySQL ou du Postgre en fonction. Nous on utilise MySQL. Et dessus du coup vous avez une squad en fait qui principalement travaille sur ce back-end et la base de données associée. D'un point de vue data engineering, on a eu une approche qui était de dire on va venir collecter les données en provenance de ce bloc monolithique. Ce qui est intéressant, c'est central, c'est unifié. Donc on va venir se connecter avec AWS Database Migration Service. C'est un service qui est Change Data Capture, donc il va venir écouter le binlog de la base de données, donc toutes les transactions qui vont être opérées autour de la base de données, nous allons les collecter sans avoir d'impact de performance sur la base de données. Donc du coup, on va écouter sur les inserts, les updates, les deletes, toutes les opérations qui vont être transactionnelles, et les équipes data de son côté vont pouvoir continuer le cycle de vie juste après l'insertion d'un point de vue back-end. De manière plus générale, la picture globale, c'est que vous avez une base de données d'un côté, une équipe data squad qui, en fonction des données plus brutes, va essayer de les préparer, les ordonner, les classifier, les rendre exploitables jusqu'à la fin, d'un point de vue data consumer, avoir un business data model qui soit plus orienté business, avec des KPI, des notions qui intéressent plus des data consumers comme des web analystes, data scientists, ou même des équipes business qui suivent à travers de KPI, de dashboards, les KPI principaux de Backmarket. Mais cette approche CDC est très bien pour le départ, donc vous vous connectez et vous avez le maximum d'informations et vous pouvez faire suivre la data platform. Mais il se pose très rapidement des questions d'ownership. Vous pouvez imaginer que les tables qui sont dans cette base de données, on parle de 300 tables environ, une stack qui est en Europe, aux US, 300 dupliquées, donc on a beaucoup d'usages associés. Donc cette question de dire à quelle table appartient à quelle équipe, si j'ai un souci de notre côté d'un point de vue consommateur, comment je remonte à la conséquence, en fait, la source de ce problème-là, ça devient très difficile, parce qu'on peut imaginer qu'une table comme les commandes chez Backmarket est utilisée par toutes les squads. Les squads ayant des périmètres fonctionnels différents, mais qui se reposent sur la même table. Donc c'est pas évident pour résoudre ce problème-là. Il n'est pas évident non plus d'avoir des data requirements dans le sens où on se connecte techniquement à la base de données, donc on récupère ce que la base de données nous fournit. Donc on ne peut pas avoir des contraintes ou des demandes liées à de la documentation, à de la métadonnée, à certaines spécificités qui seraient plus orientées consommation. On ne récupérera que des métadonnées techniques et ce que ça nous fournit. On a le point aussi qui est très important, c'est que
La base de données côté web est construite pour un usage web, donc pour les consommateurs et pour les marchands. De l'autre côté, quand on crée ce modèle qu'on essaye de représenter pour du reporting, pour de l'analyse, pour des pipelines, c'est un usage qu'on va reconstruire. Donc vous pouvez voir la désynchronisation entre les règles de métier qui sont dans le back-end pour un usage base de données. Ça peut se répercuter de l'autre côté, c'est-à-dire qu'on reconstruit là ces règles de métier pour du reporting, donc possible désynchronisation. Deuxième particularité, c'est la notion que ces données-là sont nombreuses et avec une représentation relationnelle très orientée usage web. Donc si on est sur un côté data scientist, data analyst, en fait, il va falloir beaucoup de jointures avec beaucoup de tables et ça va être pas évident et on n'aura pas forcément la documentation et ça va être vraiment beaucoup de douleur. Un aspect qui est le plus important d'un point de vue data engineering, on est venu écouter les données, on a vraiment récupéré les informations qui nous intéressaient, mais on n'est pas forcément dans le spectre de toutes les squads qui vont utiliser ça. C'est-à-dire qu'on est un peu caché par cette prise qu'on vient brancher sur la base de données. On n'a pas une visibilité en termes de connaissance de ce qui se passe après, c'est-à-dire jusqu'à l'usage, jusqu'à la personne business qui va regarder son dashboard, on n'a pas toutes les contraintes associées, c'est-à-dire qu'on fait notre table et la data récupère et va s'occuper de l'exposition. Donc vous imaginez dans ce scénario que Back Market s'agrandit, principalement un nouveau pays, un succès, donc on grossit rapidement, donc de nombreux squads. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a de nombreux squads qui reposent uniquement sur ce monolithique, sur ce même Django, le même base à Aurora avec ce même DNS. Donc quand ça grossit, beaucoup d'équipes qui travaillent au même endroit, beaucoup d'équipes qui grandissent et ça devient très lent. La partie donnée de chez Back Market est cœur, c'est-à-dire que chaque prise de décision est effectuée là-dessus. Et toutes les équipes vont avoir de plus en plus d'usages, de plus en plus de tables, et les usages vont grandir, donc la complexité va se dupliquer en fonction des squads que nous allons avoir. Et dans un autre sens, plus de monde, le bloc monolithique va aussi ralentir. On va avoir un impact sur les performances de Back Market parce qu'en fait, on va mettre du temps à livrer ce gros bloc. Le bloc, c'est bien parce qu'en fait, pas trop de régression, on livre tout à la fois. En revanche, si je veux faire une petite modification pour un client ou un marché en particulier, là, ça prend du temps. Il faut attendre, il faut avoir une release longue, il faut tester, et ça prend énormément de temps. Donc du coup, vous voyez la discussion qui arrive de manière générale, mais les microservices, c'est bien en fait, parce que du coup, on va décomposer, on va découper, et puis on va partir, et voilà, le microservice, ça va tout résoudre, parce qu'on est tous sur le même endroit, c'est normal qu'il faut que chacun puisse son ownership et avancer. Et nous, d'un point de vue data, on s'est dit, attendez là, parce que ce que vous voulez faire en fait un monolithique distribué, vous voulez chacun avoir votre base de données, vos contraintes, nous on ne sait pas combien de tables il y a, on ne sait pas les requirements, ça va être très dur à gérer, et quand ça va scaler, on ne pourra pas scaler autant que les autres équipes. Donc voilà la solution qu'on a mis en place, donc vous avez le fabuleux Picto qui est le Magic Bus, donc c'est la mise en place d'un databus chez Back Market, on a essayé de répondre à ces challenges organisationnels et techniques. Tout simplement, si j'essaie de vous résumer, le Magic Bus, c'est Ivan, en fait, un provider qu'on utilise qui va nous déployer une infrastructure Kafka managée dans notre cluster, donc chez AWS. La capacité à Ivan de pouvoir déployer sur GCP, Azure en fonction, donc on est vraiment indépendant là-dessus. Nous avons Kafka pour l'écoute des événements distribués qui sont communiqués de partout. Et nous avons le schema registré qui devient la single source of truth de toutes les metadata et de toutes les datas de chez Back Market. L'autre chose que vous voyez, c'est Data Squad. C'est une librairie en fait, qu'on a développée nous-mêmes pour gérer toute cette partie d'événements à envoyer. En fait. Donc on peut envoyer des choses depuis AWS ou ailleurs, on est vraiment autonome là-dessus. Et on n'oublie pas le monolithique, il sera là et je pense qu'il restera longtemps. Comme beaucoup de startups, c'est quelque chose qui va vivre, donc on l'écoute aussi, on le traite. Mais tous les nouveaux services qui se lancent, on pense à Data Squad, on pense au schema registré. Pour faire un focus sur la partie plus événements, c'est très simple. On repose sur un format de données qui s'appelle Avro. La particularité, c'est que c'est du JSON en définition. Donc, comme vous pouvez le voir dans l'exemple, je ne sais pas si c'est assez grand pour vous, mais on va pouvoir qualifier la donnée, on va pouvoir ajouter des métadonnées, on va pouvoir la typer, on va pouvoir rajouter toutes les informations que nous voulons pour nos consommateurs. Donc, de la documentation, savoir si c'est une PII, savoir si elle potentiellement pourrait contenir un biais pour Aurélien qui va l'utiliser après. Et toutes ces informations-là vont être dupliquées, ramenées sur les data catalogues qui sont en bout de chaîne pour pouvoir explorer ces données-là. Donc Avro comme schéma, un GitHub repository. Donc je suis une squad, je veux publier, je définis mon schéma, j'ai mes contrats, il faut que je remplisse la donnée.
Et ensuite, sur le repository, il va y avoir le CI/CD qui va nous mettre à jour notre schema registry et qui va nous faire ce lien-là. Et du coup, dans Data Squad, quand on va publier un événement, on aura une synchronicité entre l'événement, son schéma et les métadonnées. Et on sait qui c'est qui l'a publié, comment, où, etc. avec un ensemble de métadonnées associées. Donc les bénéfices at scale, c'est que ça nous a vraiment permis d'identifier l'ownership de chaque squad. Donc on sait qui publie quoi, où et comment. Et ça nous a permis aussi d'avoir un contrat, une interface globale en fait chez Back Market, de pouvoir parler de la data quality, parce qu'en fait ce que vous voyez aussi, c'est que le producteur devient consommateur de sa donnée. Donc quand il produit, peut-être qu'il va la consommer après, donc il va la documenter lui-même, parce qu'il va la voir sur le data catalog. Il peut y avoir un aspect documentation, parce que les autres vont accéder à cette documentation, ils vont dire elle n'est pas claire, donc fais attention et corrige-la. On peut avoir de la compliance et des usages autour des PII, parce qu'on va les identifier, donc on pourra les qualifier en bout de chaîne. Et on va pouvoir aussi avoir des contraintes sur l'évolution de schéma et de son évolution pour dire, à partir du moment où tu passes par nous, tu ne casses pas tous les schémas, tous les consommations des consommateurs. Une chose très importante aussi, c'est la partie analytics et machine learning. Donc on est focus là-dessus, dans le sens où chaque donnée qui passe par le Magic Bus est un usage data dans sa définition. C'est-à-dire que toutes les squads maintenant peuvent publier n'importe quel type d'événement d'un point de vue donné, ce qui n'était pas faisable avant, parce que c'est un usage, je le rappelle, qui était plutôt web en fait. Donc il n'y avait pas cette fonctionnalité en disant moi je veux publier cette information parce qu'elle est pertinente pour mon cas d'usage machine learning derrière. Donc voilà, je vous ai parlé un peu de la mise en place du bus et Aurélien va vous parler de tous les use cases en fait, qu'on a activés autour du machine learning et dans son équipe avec le Magic Bus, et du coup je lui laisse le micro. Merci. Alors oui, donc du coup, notre équipe en fait, elle a développé une plateforme de machine learning. Donc quand Florian est venu nous voir avec cette nouvelle feature, on était assez contents. Et on va comprendre un peu pourquoi. Hop. Alors avant ça, je vais présenter un peu les deux use cases de machine learning sur lesquels on a déjà pas mal travaillé dans mon équipe. Mon équipe, c'est l'équipe Backbox. C'est une équipe un peu particulière au sein de Back Market. Elle se charge d'un algorithme qui, en fait, va fournir une offre unique pour un produit donné. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà remarqué sur le site, quand vous allez chercher un téléphone, vous avez un seul revendeur, un seul reconditionneur qui est proposé pour une configuration donnée. Nous derrière, on a potentiellement 5, 10, 15, 20 vendeurs qui proposent une offre, et on a fait le choix d'avoir un algorithme qui va proposer le meilleur rapport qualité-prix pour ce produit. La raison derrière ça, c'est que c'est assez critique pour le business de Back Market, parce qu'on veut s'assurer que ce que l'on vend sur la plateforme, c'est à la fois intéressant d'un point de vue prix, mais c'est aussi intéressant d'un point de vue qualité. Parce que quand on s'apprête à acheter du reconditionné, on veut s'assurer que, en fait, on ne va pas avoir un problème comme ce qu'on peut avoir sur le bon coin, par exemple. Non, on peut très bien trouver, mais on n'a pas de garantie sur le bon coin, c'est ça. Donc voilà, comment est-ce que nous on fait ça du côté algo? Ça veut dire que sur chacune des offres qui peut être possible pour un produit, on va lui attribuer un score. Ce score, il va venir de notre algo, il va dépendre de deux sujets principaux, le prix et la qualité. Chacun de ces sujets on va leur attribuer un propre score, et eux vont dépendre de KPI spécifiques. Le prix, on va essayer d'estimer le niveau de conversion associé à une offre. La qualité, on va avoir un ensemble de KPI qui vont essayer d'estimer le risque que l'on a à vendre un produit de ce marchand, avec cette offre-là. Dans les risques, on va avoir par exemple, est-ce que le marchand va livrer en temps et en heure? Est-ce que le marchand va livrer le bon produit? Parce que ce n'est pas un autre modèle qui est donné. Est-ce que je réponds rapidement si j'ai un SAV qui est ouvert? Ou est-ce que le client est content s'il y a un SAV qui est ouvert à la fin? Est-ce qu'il a bien répondu au SAV? Et le point le plus important pour nous, c'est aussi la partie d'effectif. L'effectif, justement, c'est la probabilité qu'un produit vendu, une offre vendue, puisse déclencher ce qu'on appelle un SAV technique, donc un problème avec mon écran, un problème avec ma batterie, ce genre de choses-là. Et donc dans notre algo, on a du ML qui apparaît à deux endroits. On a un modèle de machine learning qui va essayer de prédire du coup ce niveau d'effectif, et on va avoir un modèle de machine learning qui va essayer de prédire le taux de conversion associé à une offre. Alors comme j'ai dit, c'est un algo qui est assez important pour le business. Donc on va avoir des contraintes assez fortes en termes d'explicabilité, et du coup en termes d'auditabilité aussi. Et donc c'est pour ça du coup qu'on avait envie de construire des outils spécifiques pour traiter ça au sein de Back Market. Et donc pour ça, première brique, c'est la partie auditabilité. Ça veut dire que globalement, pour n'importe quelle prédiction que l'on va faire avec nos modèles de machine learning,
on veut être capable de reconstruire tout le contexte autour de cette prédiction. Ça veut dire les input values, ça veut dire la model version, l'input vector, la prediction output, tout ça. Ça va nous permettre plusieurs choses. D'une part, ça va nous permettre de comparer ou de mesurer la performance de notre modèle en prod après coup. On va loguer l'ensemble des prédictions, on récupère l'ensemble des ground truths, et derrière, on connaît la vraie performance de notre modèle en prod. Et pas uniquement ce qui est fait en offline sur des patchs à côté. Et ça va nous permettre aussi de commencer à pouvoir investiguer des problèmes en production. Si d'un coup je me rends compte que tiens, tous mes feature vectors ont des trucs un peu bizarres, ben, je suis capable de dire qu'il y a un souci par rapport à ça. Et ça, c'est la première brique, justement, pour la partie explicabilité derrière. Et on va revenir là-dessus juste après. Alors, pour expliquer comment est-ce que je m'intègre avec le Magic Bus par rapport à ça, je fais une présentation très rapide et très simplifiée de notre plateforme de machine learning. En gros, on se repose sur un outil d'orchestration qui est du Airflow, qui nous permet d'orchestrer des pipelines de données. Et en fait, ces pipelines, ça va être principalement 2 pipelines de machine learning pour nous. Le premier, ça va être le réentraînement du modèle, sur lequel on a les étapes assez classiques, ingestion, feature computation, training, modèle validation jusqu'au déploiement. Et c'est le premier. Et le deuxième, c'est le pipeline de feature ingestion. Le pipeline de feature ingestion il est aussi relativement simple. Il va nous permettre de précalculer un ensemble de features qu'on va ensuite pouvoir stocker dans notre feature store online, qui est du Redis dans ce cas-là. Voilà. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on a essayé d'avancer beaucoup sur la partie automatisation sur cette plateforme, justement pour être capable de pouvoir relancer automatiquement des entraînements et du coup de pouvoir relancer aussi la partie validation, la partie évaluation et la partie déploiement du modèle à la fin. Le but, à terme, nous, en tant que ML Engineer, c'est de ne plus avoir se soucier de ça et qu'on s'intéresse au sujet que si on a des alertes qui sont levées et qu'on n'ait même plus besoin d'appuyer sur le bouton pour déployer le modèle. Et donc, une fois qu'on a ces 2 pipelines de données, on est capable de s'intéresser à la partie serving. Dans notre cas, on est sur le SageMaker, mais on a quelque chose qui est assez custom quand même, où du coup on va servir le modèle avec ses prédictions, on a un endpoint qui va être requêté par le backend. Ok. Comment est-ce qu'on s'intègre avec le Magic Bus? Finalement, c'est assez simple. Nous, notre but, ça va être de publier des events, des messages qui vont nous permettre de reconstruire tout le contexte autour d'une prédiction. Donc, premier type de message, directement au niveau de l'inférence, on va loguer donc justement l'output value, input vector, ce genre de choses-là. Mais on va également loguer d'autres types d'events qui vont être chaque fois que l'on déploie un nouveau modèle, chaque fois que l'on déploie une nouvelle version des features. Pourquoi? Tout simplement parce que même si je suis capable d'avoir l'input vector, en fait, si je me rends compte que j'ai un problème avec les valeurs de cet input vector, je ne sais pas forcément quel est le code qui a été utilisé pour les calculer, ou quelle a été la donnée qui a été utilisée pour les calculer. J'ai besoin d'avoir cette information sur le déploiement, et donc c'est pour ça que je suis obligé d'avoir tout ça. Et donc, je publie ces 3 événements, grâce notamment à la librairie Data Squad que l'équipe de Florian a développée, et tout ça c'est envoyé sur Magic Bus, et c'est ensuite stocké sur notre data lake. L'intérêt du data lake, c'est que derrière, c'est disponible pour d'autres équipes potentiellement, et puis nous, ça nous permet de le réutiliser assez facilement, comme on va le voir ensuite. Donc, on a ce framework d'auditabilité, c'est cool, on log toute notre prédiction et tout le contexte qu'il y a autour. Maintenant, on va pouvoir s'intéresser à la partie explicabilité, qui pour nous est vachement importante. On l'a comprise à 2 niveaux. La première, qui est la plus importante pour nous aujourd'hui, c'est la version locale. C'est-à-dire que pour une prédiction donnée, j'ai envie d'être capable de comprendre pourquoi le modèle a pris cette décision. Ça va répondre à un besoin pour nous qui est assez important, justement, c'est si j'ai un marchand qui se plaint, qui ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à vendre son produit sur Black Market, il faut que je sois capable d'expliquer que l'algorithme a décidé de ne pas choisir son offre pour telle ou telle raison. Ok. Donc c'est un outil assez important pour nous pour pouvoir construire la confiance dans notre algorithme. On a aussi une approche plus globale qui là vraiment consiste plutôt à comprendre les sensibilités du modèle et qui va aussi être intéressante pour nous au niveau de ce processus d'entraînement automatisé où on va rajouter un ensemble de checks de validation pour vérifier justement si par exemple les feature importance changent beaucoup d'un entraînement à l'autre. Ça peut être un signal faible me disant qu'il y a un problème soit avec mes données, soit avec mon code, autre chose. Et donc cette deuxième phase, la partie auditabilité, s'intègre beaucoup plus facilement, d'une certaine manière, elle est plus simple.
Pour la partie locale, on aura simplement des outils type Notebook qui pourront se connecter sur les données qui sont loguées par le Magic Bus, qui nous permettront d'investiguer les prédictions de données. Et la partie globale va simplement s'intégrer dans la partie modèle validation, où on va rajouter un ensemble de checks qui, eux, vont nous permettre d'avoir plus de confiance sur le pipeline automatisé. Je termine. Où est-ce qu'on est aujourd'hui? On a implémenté le framework d'auditabilité, ça fait quelques mois, ça fonctionne bien, on est content. On a pu comparer du coup les performances réelles de nos modèles, et ça c'est top. Et là on a priorisé pour le prochain quarter la partie explicabilité. Donc malheureusement j'ai pas encore beaucoup d'informations à vous donner sur le type de méthode qu'on va employer, on va regarder ça dans les mois qui viennent. Et voilà. Tout le monde est assommé, envie de prendre une petite bière. Alors moi du coup dans tout ça, j'ai pas bien compris en fait le découpage en microservices qui a été fait. J'ai l'impression que vous avez gardé votre gros bloc monolithe, vous avez mis un 4K dans ces transactions, et que grâce à ça vous avez un peu mis un microservice pour le coup de tout ce qui va être ML, etc. de prédiction, qui va pouvoir aller publier dans ces topics Kafka pour être consommé par le gros bloc monolithe. Oui, c'est vrai qu'on a pris un peu un point de vue en fait sur l'usage des services côté Backbox en fait, qui était un nouveau usage. Mais principalement tous les anciens usages, c'est comment je migre, comment je sors en fait de Badoo. Donc typiquement tu avais des tables et des modèles qui sont très faciles quand tu arrives à déjà définir le data ownership en disant ok, il y a une squad, elle utilise ça dans Badoo, elle veut partir, donc elle crée son service. Et au lieu de passer par une approche de plug de CDC et de la complexité que je racontais, ben en fait ils utilisent Data Squad, donc ils passent par le Magic Bus. Dans cette étape-là, il y a beaucoup de détails. On a essayé d'être plus en overview global pour que vous compreniez un peu la picture, mais dans cette étape-là aussi, on fournit des outils pour que la squad qui se crée soit totalement intégrée. Donc c'est-à-dire que quand elle arrive et qu'elle crée son service, elle peut choisir son langage, elle peut choisir de publier ou non dans le Magic Bus, mais tout ça c'est automatisé, donc Data Squad, la librairie qu'on a créée, est tout automatiquement inclus, et la notion du repository à côté est intégrée aussi. Donc ça fait une sorte de package bundle pour nouveaux services, mais aussi les anciens. La difficulté qu'on a, et c'est pour ça qu'on a insisté là-dessus, et je trouve que c'est très important, c'est que dans ce premier microservice, en fait, il y a la monolithique, et chaque boîte, on se dit, bah, le monolithique va mourir, on va migrer, mais en fait, il y a un business qui tourne, il y a des gens qui l'utilisent, et c'est très très utilisé, et la complexité est éparpillée, j'ai envie de dire, dans les usages. Ça peut être très profond. Si je prends un exemple, aujourd'hui, un fondateur utilise un dashboard qui est dans le monolithique, et rien que pour changer ce petit dashboard, on ne va pas lui dire on va perdre cet accès, cette capacité à lire les données de la market juste pour créer un microservice, que ce sera plus sympa côté backend. Donc c'est pour expliquer qu'en fait, il y a plein de contraintes et il y a du temps, et dans ce contexte de licorne, startup qui va vite, il faut faire des choix. Et du coup, on se dit ok, on migre d'abord les petits et le monolithique continuera sa vie. Et typiquement, l'exemple que j'ai donné sur les commandes, c'est le plus véridique. On a fait un graphe de dépendance de la table order. Et on s'est dit, bon, on va pas toucher à ça. Je vais rebondir sur ta question pour un peu compléter ce schéma, parce que là, en effet, j'ai juste présenté la partie endpoint, donc notre service de serving. En fait, derrière, on a des backends microservices qui commencent à apparaître, notamment celui-ci de mon équipe, qui est vraiment spécialisé sur avoir l'algo derrière. Et en fait, ce service-là et tous les autres, ils vont commencer à gérer leurs données dans le data lake. Et ces données-là du data lake, je les copié ici, c'est pour mon schéma, c'est mes données sources pour mes pipelines de ML. Donc on est en fait un système un peu vertueux ici, on est capable justement de se reconstruire, non plus à partir des données du monolithe, mais à partir des données du bus. Et juste une question aussi sur la transition. Donc si je comprends bien, au début, vous monitoriez la base du monolithe, et vous récupérez tous les événements, même si forcément ils n'ont pas spécialement d'intérêt en termes de data. Si je comprends bien, du coup, maintenant avec le Magic Bus, c'est les équipes elles-mêmes qui créent. C'est un événement intéressant. Vous avez aussi moins d'événements qui sont non pertinents. Vous avez aussi gagné en pertinence de votre registre. Ouais, en fait, c'est vraiment plus intéressant ta question parce que c'est vrai qu'on a une approche un peu garbage
sens où quand on se plug en CDC, on récupère tout. Et du coup, on ne qualifie pas la donnée. C'est-à-dire qu'on a des tables, typiquement, qu'on a qualifiées, que je suis allé voir côté backend, et je disais, j'ai une table, elle a beaucoup de volumétrie, elle est très importante, et on m'a dit, bah, ça sert à rien. Et du coup, je dis, bah, ça a un impact, parce que toute la chaîne, si tu veux, d'un point de vue volumétrie, compute et coûts associés, bah, ça se décline aussi. C'est-à-dire qu'elle est récupérée, elle est exposée, elle est exploitée. Donc avec le Magic Bus, c'est publier uniquement ce que vous avez envie, et qu'il y a un usage, et il y a une communication, c'est-à-dire un cercle vertueux qui s'opère avec les data consommateurs. Parce qu'en fait, ils disent ça m'intéresse pas. Et j'aimerais avoir ça en fait. Et du coup, il y a un contrat qui n'était pas avant. Et du coup, ce qu'on faisait, c'est qu'on faisait en fait, on faisait une block list, dans le sens où on prenait toutes les tables, et dès qu'il y avait un usage qui n'était pas bon, eh bien, on bloquait cette table en disant elle est inutile. Elle est inutile. Mais ça, c'est hyper long. Donc voilà, on essaie de qualifier comme ça, mais c'est une bonne question de tabac, en tout cas, c'était pas évident à faire. Et du coup, par exemple, est-ce qu'il y a des cas où, par exemple, il y a une équipe qui serait intéressée par la donnée d'une autre équipe, et du coup, il leur demande, bah là, vous n'avez pas créé d'événement, mais nous, on aimerait bien savoir comment ça se passe. Est-ce que c'est des choses qui sont arrivées? Exactement, et en fait, c'est la notion du data catalogue qui est très importante là-dedans, parce qu'avant, on ne savait pas quels sont les data, et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On duplique. Ah ben moi, j'ai besoin de ça, ben, moi, je vais à droite, moi, je vais à gauche. Donc, l'idée, c'est que tu dis, ok, tu veux des données domaines fonctionnels, des données de finance, elles sont là. Et il y a ces topics-là, l'honneur est défini ici, tu as les PII, tu as les informations, tu as la documentation, il te manque quelque chose, ben va parler à l'équipe. Et d'un point de vue data engineer, on est plutôt content quand ça marche, parce qu'en fait on se dit, ben, on devient un peu niche dans le sens où tu as directement le lien, donc on va parler. Et puis des fois tu as le lineage associé, donc tu peux remonter. Donc oui, on voit beaucoup apparaître ça maintenant en disant, en fait on publie des choses qui servent à rien. Ah, d'accord, peut-être. Ou alors j'ai besoin des choses qu'on n'imagine même pas qu'on avait besoin de ça. Et du coup ils rajoutent. Et du coup il y a une communication qui s'opère dans l'entreprise. Et ça évite le goulot de tremblement du data engineering qui est juste au milieu en fait, qui parle à gauche et parle à droite, mais qui a du mal à mettre en lien, en communication tout le monde. Dernière question, c'est quoi PII? Ça veut dire quoi PII? Personal Identifiable Identifier, ça c'est toutes les informations qui sont au sein de la GDPR, donc si vous avez un usage analytique de votre côté, vous devez être capable de justifier pourquoi vous utilisez ça. services émettent énormément d'événements, ils sont collectés, centralisés dans le data lake, ça devient des datasets, ils sont exposés dans le data catalogue. Et comment vous gérez justement donc ces data, ça devient un dataset qui devient utilisé par d'autres équipes, et comment justement en tant que si moi je suis producteur d'événements, comment je sais par exemple qui sont mes consommateurs, et justement finalement ils se mettent à l'utiliser, j'imagine, pour créer tout un paquet de produits à partir de ce truc-là. Comment justement in fine, si moi je commence à toucher à mon stream, je commence un peu comment vous gérez finalement cette apparition de produits internes? Il faudrait un talk pour répondre à ces questions, mais c'est super intéressant. En fait, c'est l'autre bout de l'architecture, mais on travaille sur une notion de souscription. Donc à partir du moment où tu as une notion globale d'identifiant en disant mon topic, c'est telle finance, c'est telle équipe, ça concerne tel attribut, c'est dans le data catalogue, c'est dans le schéma registry, c'est dans ma table associée, on a un mécanisme où on dit si tu es client de ce flux-là, tu t'abonnes en fait. Et je m'abonne et je le veux dans tel format. Et je veux pas cette colonne-là. Et je veux tel usage-là. Et en fait, on peut reconstruire quels sont les usages liés à ce flow-là au producteur. Donc dès qu'il y a un impact en termes de lineage, en termes de pipeline, on peut dire qui c'est qui consomme ce flux-là de manière transverse. Après, ce qu'on essaye de faire aussi, c'est de travailler sur du domaine fonctionnel. Donc à la fin, on ne vous a pas montré ces détails-là parce que c'était beaucoup trop dense, mais la partie GCP dans laquelle on est BigQuery, chaque équipe est associée à un projet. Donc on sait aussi quelles sont les personnes associées à un groupe qui sont associées à une squad, à un domaine fonctionnel, à un projet GCP. Donc tu as aussi un environnement là-dedans où tu peux suivre. Ça répond à ta question? Oui, c'est bon. En tout cas, ce que je comprends principalement, c'est que le fait d'avoir changé du coup de système pour gérer justement cette donnée-là, avant j'imagine une consommation un peu sauvage de la donnée, justement, genre en allant avec ses lectures dans les tables d'autres gens, mais du coup on le faisait sans le dire, sans vraiment. Personne ne savait trop quoi faire, que là maintenant, je comprends bien, le système il fait apparaître et les consommateurs et les producteurs, et il enregistre la donnée sur les deux, et donc, du coup finalement on peut.
Les deux font partie prenante maintenant et... T'as tout compris. On a juste mis un contrat entre les deux. Et pour éviter le ping-pong en fait, en disant attends, j'ai un impact, déjà on savait pas que t'avais un impact, parce qu'on savait pas que tu utilises cette table dans le déco, c'est sympa. Mais du coup c'est qui? Ah ben je sais pas, je pense que c'est cette table là. Merci beaucoup.